Pour que nature vive. Pour que nature vive. Le podcast du Muséum pour comprendre le vivant et notre planète. Le vivant et notre planète. Série spéciale Océan. Une odyssée avec les scientifiques du Muséum. Sait-on d'où vient l'eau de l'océan ? Avec Jérôme Alléon. De la création du système solaire à l'apparition de la vie sur Terre, la quête de nos origines est immense et les questions vertigineuses sont nombreuses. Savons-nous par exemple d'où vient l'eau sur notre planète ? Élément indispensable à la vie. À cette question qui taraude nombre de scientifiques, nous allons tenter de répondre aujourd'hui avec Jérôme Alléon. Vous êtes docteur en géochimie, directeur de recherche au CNRS, rattaché au Muséum national d'histoire naturelle. Bonjour. Bonjour. Alors, les étoiles naissent et meurent comme nous, mais elles sont surtout génératrices d'hydrogène. Est-ce que vous pouvez nous raconter le processus de haute et basse température mis en jeu pour produire les isotopes de cet élément indissociable de l'eau ? Donc l'hydrogène, c'est un des deux éléments qui constituent la molécule d'eau avec l'oxygène, et tout l'hydrogène dans l'univers est produit au moment du Big Bang, il y a à peu près 14 milliards d'années. Et il est produit sous deux variantes, l'hydrogène qui comporte un proton dans son noyau et le deutérium qui est une variante de l'hydrogène avec un neutron en plus dans son noyau. Et au cours de la vie de notre galaxie, ces isotopes vont se retrouver à droite et à gauche parce que il va leur arriver toute une histoire et c'est l'histoire de la vie et de la mort des étoiles. Les étoiles se forment donc à partir de l'hydrogène qui a été créé par le Big Bang et puis la première chose qu'elles font, c'est qu'elles brûlent leur deutérium, et quand elles meurent, elles envoient dans le milieu interstellaire une matière qui est composée d'hydrogène pur où il n'y a pas de deutérium. Alors il en reste un tout petit peu du deutérium dans le milieu interstellaire, mais l'ensemble du gaz dans la galaxie est composé principalement d'hydrogène. Et dans le milieu interstellaire, petit à petit, les molécules, les poussières vont se rassembler pour former ce qu'on appelle des nuages interstellaires. Et dans ces nuages interstellaires qui sont très denses, la lumière ne pénètre pas et il fait très très froid. Et à cause de ces températures très basses, il se passe des réactions chimiques très particulières qui, elles, vont pomper le peu de deutérium qu'il y a dans le gaz et ça va mener à la formation de molécules d'eau et les molécules organiques qui vont être très riches en deutérium. Et au moment de la naissance de notre étoile, le Soleil, il y a à peu près 4,5 milliards d'années, ces molécules vont être incorporées dans la matière qui se forme et dans les objets planétaires en formation. Alors restons à la création du système solaire. On a donc fait un bond de près de 10 milliards d'années dans le temps. Pour traquer l'apparition de l'eau sur Terre, vous remontez donc à la création de ce système. Mais dites-nous, en quoi est-ce que les forces en présence et leurs interactions peuvent nous renseigner dans cette quête ? Voilà, alors donc ce qui se passe au moment où l'étoile se forme, donc on a un nuage interstellaire qui s'effondre sur lui-même à cause de la gravité, la température va remonter, une étoile s'allume, c'est notre Soleil qui se forme, qui est tout jeune, et puis une partie des molécules et de la poussière qui était initialement dans ce nuage interstellaire se met à tourner autour de l'étoile, s'aplatit progressivement et ça forme un disque qu'on appelle le disque protoplanétaire, et c'est dans ce disque que vont se former les planètes. L'intérieur du disque, au voisinage de l'étoile, est chaud, et l'extérieur du disque est froid. Et donc typiquement, les régions chaudes, c'est les régions dans lesquelles vont se former les planètes telluriques, et dans les régions froides, on va former les objets glacés, riches en gaz, les planètes géantes, etc. Quand vous dites chaud et froid, c'est des différences de température qui sont très importantes ? Alors c'est des différences qui sont très importantes. Dans les régions externes du disque, il fait des températures qui sont très proches du milieu interstellaire. C'est quelques degrés au-dessus du zéro absolu, à peu près 200 degrés en dessous de notre zéro. Et proche de l'étoile, par contre, on est aux alentours de 1000 à 1500 degrés. Et l'eau, dans ces régions-là, dans les régions internes, toute l'eau qui est apportée au moment de la formation du système solaire se trouve sous phase vapeur à cause des températures élevées, alors que dans les régions extérieures, elle est sous forme de glace. Et entre les deux, il y a l'endroit où on passe de la glace à la vapeur qu'on appelle la ligne des glaces. Donc l'idée, c'est que tous les objets qui se sont formés à l'intérieur de la ligne des glaces, et c'est typiquement le cas de la planète Terre, sont dépourvus d'eau parce qu'elles restent en phase vapeur, alors que les objets qui se forment vers l'extérieur de la ligne des glaces vont incorporer des glaces et donc vont être riches en eau. Et donc les travaux que nous on a fait ont consisté à essayer de dire d'où vient l'eau qui est sur Terre. Est-ce que cette eau peut avoir été néanmoins présente par interaction entre les roches
et la vapeur dans les régions chaudes. Donc nous, on a mesuré dans les météorites, qui sont des témoins de la formation du système solaire, des morceaux, des objets qui se sont pas transformés en planètes et qu'on retrouve maintenant dans certains astéroïdes, dans certaines comètes. Et on a cherché à mesurer les traces d'eau dans des minéraux qui normalement n'en contiennent pas du tout, et voir si cette eau qu'on a mesurée, qu'on a trouvée dans ces grains-là, avait un rapport isotopique, c'est-à-dire des proportions de deutérium et d'hydrogène similaires à celles qu'on a sur Terre, et qui sont intermédiaires entre quelque chose qui est très riche en deutérium et qui vient du milieu interstellaire, et quelque chose qui est très pauvre en deutérium et qui représente le gaz principal qui a donné naissance au système solaire. Et donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a effectivement trouvé une eau qui était similaire à celle qu'on a sur Terre en proportion deutérium sur hydrogène, et donc ça nous dit que au moment de la formation de la Terre, même au voisinage du Soleil, il y avait une vapeur d'eau qui était similaire à celle des océans terrestres, et que peut-être, au moment de sa formation, notre planète a incorporé cette eau qui est sous forme très peu abondante dans des minéraux qui contenaient pas beaucoup d'eau. Donc vous dites peut-être, effectivement, il y a toujours discussion, ce qui est le propre de la science. Certains scientifiques défendent toujours l'idée que la Terre s'est d'abord formée sans eau, puis que des comètes et astéroïdes hydratés ont apporté une quantité d'eau suffisante pour former nos océans. En quoi cette hypothèse ne s'oppose pas, mais elle est complémentaire de la vôtre ? Donc ça, c'est l'hypothèse traditionnelle. À partir du moment où on envisage que notre planète se forme dans une région chaude, où l'eau reste en phase vapeur, les scientifiques ont toujours pensé depuis très longtemps que la Terre est une terre sèche au début quand elle se forme, et il faut rapporter l'eau qu'on voit dans les océans actuellement. Et donc la façon la plus simple de l'apporter, c'est que des objets glacés, donc qui viennent d'au-delà de la ligne des glaces, soient apportés dans les régions internes, parce qu'ils sont déstabilisés d'un point de vue gravitation, et ils tombent sur les planètes en formation. Et donc une fois que la Terre a commencé à se former, donc là, si vous prenez le point de départ du système solaire il y a 4,5 milliards d'années, c'est une histoire qui commence quelques millions d'années après le tout début, une dizaine de millions d'années, et qui peut s'étaler jusqu'à quelques centaines de millions d'années. Et donc à ce moment-là, on a proposé que effectivement, soit des comètes, des objets glacés, amènent directement de l'eau sous forme de glace, soit des astéroïdes hydratés dans lesquels la glace a fondu, et elle s'est incorporée dans des minéraux comme des argiles, qui sont très riches en eau. Ces objets-là auraient apporté l'eau de la Terre. Donc effectivement, ça c'est l'hypothèse qui a tenu le haut du pavé pendant très longtemps, et elle n'est pas forcément contradictoire avec la nôtre, dans le sens où les deux se sont peut-être passés. Nous, ce qu'on voit, c'est que très tôt dans les régions internes du système solaire, on a une vapeur d'eau qui est similaire à celle de la Terre, mais avec nos mesures, on peut pas dire combien on a incorporé dans la Terre. Et donc, il n'est pas impossible qu'il y en ait quand même une partie qui a été rajoutée plus tardivement. Simplement, avec nos résultats, on dit que cette partie est peut-être moins importante que prévu, et à la limite, on n'a peut-être même pas besoin. Mais maintenant, ça reste à affiner pour essayer effectivement de montrer ce qui s'est réellement passé. C'est quand même une des questions les plus fondamentales à laquelle les scientifiques ont besoin de répondre. Est-ce que cette querelle, elle peut être résolue un jour ? Est-ce que vous pensez que votre hypothèse peut prendre le dessus de manière définitive ? Alors, pour l'instant, on est dans cette sorte de statu quo où on a deux hypothèses possibles. Et après, la question qui va permettre de trancher, c'est est-ce qu'on a d'autres arguments avec d'autres molécules qui vont avec l'eau mais qui sont pas forcément incorporées de la même façon dans les roches, ou bien sur l'argument de la quantité d'eau qu'on peut mettre dans la Terre par l'un ou par l'autre processus. Alors justement, pour terminer, puisque vous parlez de quantité d'eau, on comprend avec vous comment est-ce que l'eau s'est répandue à la surface de la Terre. Mais pourquoi est-ce qu'elle occupe seulement, avec des guillemets évidemment, 80% de celle-ci et pas 100%? Et puis une deuxième question, si vous voulez bien, que sait-on vraiment de la présence de l'eau à l'intérieur même de la Terre? Donc, en ce qui concerne l'abondance de l'eau sur Terre, donc il faut avoir en tête que 80% c'est la surface de la Terre. C'est pas la quantité d'eau qui est dans la Terre. La Terre, c'est une planète qui est essentiellement rocheuse. Il y a à peu près en masse 4000 fois plus de roches que d'eau. Mais néanmoins, ça fait quand même pas mal d'eau pour une planète qu'on s'attendait à être complètement sèche. Et une partie de l'eau, en tout cas, se trouve à la surface. Donc tout le monde est un peu familier avec le cycle de l'eau à la surface. Mais il y a aussi un cycle de l'eau
à l'intérieur de la Terre. Ce qui fait en sorte que ces cycles fonctionnent, c'est le fait que notre planète est une planète active avec la tectonique des plaques. Et donc la tectonique des plaques, ça crée du relief, ça crée des montagnes, ça crée des fosses dans lesquelles les plaques de la croûte vont s'enfoncer à l'intérieur du manteau de la Terre. Et donc l'eau qui est à la surface de la Terre, en fait, se répartit par gravité dans les zones les plus basses en altitude, ce qui fait qu'il y a des parties qui sont émergées, des parties qui ne sont pas émergées. Et puis au niveau des fosses où les plaques s'enfonce dans le manteau, une partie de l'eau est réinjectée dans le manteau. Et puis on a une partie de l'eau du manteau qui est réinjectée à la surface via le volcanisme. Donc on a deux cycles qui sont interconnectés. Et la grande question, c'est combien il y a d'eau à l'intérieur dans le cycle profond. Donc ça, c'est une question pour laquelle on n'a pas la réponse. C'est toute une communauté qui cherche à avoir un chiffre, à déterminer combien il y a d'eau à l'intérieur de la Terre. Et c'est pour l'essentiel une communauté qui travaille avec des expériences de haute pression. À l'intérieur de la Terre, les pressions sont colossales. Et donc, ce qu'il faut savoir, c'est combien les minéraux qui sont à l'intérieur peuvent inclure d'eau à l'intérieur de leur structure minérale. Donc, il y a énormément de travaux. C'est une communauté qui est très active également. Mais il n'y a pas de consensus. Les chiffres qu'on a actuellement, c'est entre 1 et 10 masses océaniques. Donc, il faut vous dire que nos 80% de la surface, c'est l'ensemble des océans, on va dire que c'est une masse océanique, il y a au moins autant d'eau à l'intérieur de la Terre, il y en a peut-être même 10 fois plus. Mais pour l'instant, on n'a pas de réponse ferme, on a un ordre de grandeur, et c'est tout ce travail qui va nous dire combien il y a d'eau à l'intérieur de la surface de la Terre, et ça va permettre de trancher sur comment est venue l'eau à la surface de la Terre, est-ce qu'il en a fallu en mettre un petit peu, ou est-ce qu'il a fallu en mettre beaucoup plus. C'est vertigineux, il y a donc entre 1 et 10 fois plus d'eau contenue dans la Terre qu'il n'y en a à la surface. Merci à vous, Jérôme Alléon, de nous avoir éclairé sur l'origine du monde en moins d'un quart d'heure. Dans cet épisode, vous venez d'écouter Jérôme Alléon, docteur en géochimie, directeur de recherche au CNRS rattaché au Muséum national d'histoire naturelle, interviewé par Vincent Hédin. Pour que nature vive, un podcast produit par le Muséum national d'histoire naturelle et création collective, avec le soutien du Crédit Agricole et de la financière de l'Échiquier. Pour la réédition du livre Avant que nature meure de Jean Dorst, Robert Barbeau, professeur au Muséum, a écrit une postface intitulée Pour que nature vive, qui a inspiré le titre de ce podcast.